Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les algorithmes qui sont vraiment au cœur de l'intelligence artificielle. Oui, Pas la science-fiction, mais les vrais rouages des outils qu'on utilise tous les jours. exactement. Et pour nous guider, on va s'appuyer sur le livre de Jeff Eaton, Artificial Intelligence for Humans. Mhm. L'idée, c'est vraiment de rendre tout ça accessible, même si on n'a pas fait des années de maths. Notre mission, c'est de comprendre les briques de base de l'IA. Comment un ordinateur arrive à classer des choses, à deviner des chiffres. Avoir des motifs. Voilà, on va décortiquer ça et je propose de commencer par la question. La question qui fâche un peu. C'est quoi l'IA au fond? Ah, la grande question. C'est vrai que la plupart des gens, à cause des films, ils imaginent un cerveau électronique. Oui, une conscience dans une machine. C'est ça. Mais le livre de Eaton, justement, nous remène sur Terre avec une approche beaucoup plus pragmatique. Il parle de plausibilité biologique, c'est bien ça? L'idée qu'on n'est pas obligé de copier le cerveau à la perfection pour que ça marche. C'est tout à fait ça. L'analogie qu'il utilise est géniale, c'est celle des débuts de l'aviation. Ah oui, Les premiers inventeurs, ils s'acharnaient à construire des ornithoptères, des engins qui battaient des ailes comme des oiseaux. et ça a été un échec total, j'imagine. Échec total. Les avions modernes, eux, ils volent très bien, mais avec des ailes fixes et des réacteurs. Le but n'était pas de recréer l'oiseau, mais d'accomplir la fonction du vol. D'accord, je vois. Pour l'IA, c'est exactement la même chose. On ne cherche pas à copier le cerveau, on cherche à accomplir la fonction de l'intelligence. Cette analogie change tout. On arrête de penser conscience et on pense fonction. Voilà. Et pour isoler cette fonction, le livre nous propose cette expérience de pensée un peu vertigineuse du cerveau dans une cuve. Ah oui, un grand classique. Imaginez votre cerveau déconnecté de votre corps, flottant dans une cuve et branché à un super ordinateur. Hmm, Et cet ordinateur lui envoie exactement les mêmes signaux électriques que vos nerfs. d'accord. Pour le cerveau, rien n'a changé. La question c'est, le sauriez-vous? J'en ai des frissons. La réponse est non, bien sûr. Bien sûr que non. Et ça, c'est une porte d'entrée incroyable pour comprendre l'IA. Pour un algorithme, sa réalité, Oui, ce n'est rien d'autre que les données qu'on lui envoie. Tout est une affaire d'entrée et de sortie. c'est le schéma de base. On a une entrée des données brutes qui traverse un algorithme et ça produit une sortie. Une prédiction, une classification. Exactement. Et l'algorithme, lui, il est guidé par une mémoire à long terme, c'est son entraînement, et un état interne, une sorte de mémoire vive. Quasiment tous les systèmes d'IA reposent là-dessus. D'accord, donc si tout se résume à des entrées et des sorties, ça veut dire qu'il faut traduire nos problèmes du monde réel dans un langage que la machine comprend. Comment on fait ça? C'est l'étape cruciale de la modélisation. Et le livre simplifie ça en, disons, 4 grands types de problèmes. Le plus connu, c'est la classification. La classification, c'est mettre des étiquettes sur des choses, les ranger dans des boîtes. L'exemple classique, c'est de reconnaître des fleurs, non? Oui, le fameux jeu de données des iris de Fisher. On donne à la machine les mesures d'une fleur. Longueur des pétales, largeur des sépales, ce genre de choses. C'est ça. Et on lui demande de nous dire si c'est un iris setosa, un versicolore ou un virginica. On lui montre des centaines d'exemples où on connaît la réponse. Et elle apprend à reconnaître les motifs. Voilà. C'est pour ça qu'on appelle ça de l'apprentissage supervisé. On la supervise en lui donnant les réponses. Supervisé, donc on a toujours besoin de donner les réponses à l'avance. Mais que se passe-t-il si on n'a pas les réponses? Ah, Si on a juste un tas de données et qu'on veut que la machine y trouve un sens toute seule? là, on entre dans l'apprentissage non supervisé. Et le type de problème qui va avec, c'est le clustering ou regroupement. D'accord. On donne à l'IA toutes les données sur des centaines de voitures par exemple, sans aucune étiquette, et on lui dit « trouve-moi des groupes de voitures qui se ressemblent ». Et elle découvre la structure toute seule. Exactement. L'algorithme va peut-être créer un groupe pour les voitures de sport, un pour les berlines, un pour les SUV, en se basant uniquement sur les similarités qu'il détecte. C'est fascinant. Donc, on a la classification pour les catégories, le clustering quand on n'a pas de catégorie, mais beaucoup de problèmes ne rentrent pas là-dedans. Si on veut prédire la consommation d'une voiture, par exemple, Oui. ce n'est ni une catégorie ni un groupe. C'est un chiffre. Et ça, c'est le troisième type, la régression. Le but n'est plus de trouver une étiquette, mais de prédire une valeur numérique continue. Comme le prix d'une maison ou le cours de la bourse. C'est ça. On donne à l'IA le poids de la voiture, la taille du moteur, et elle doit nous prédire sa consommation en litres au 100 km. D'accord. Classification, régression, clustering. Mais au fond, que ce soit les mesures d'une fleur ou le poids d'une voiture, tout ça doit finir sous la même forme pour la machine. Oui, un tableau de chiffres. Un vecteur. Absolument tout. Même du texte. Et c'est là qu'interviennent des techniques comme le sac de mots.
Attendez, ça me paraît trop simple. Si on prend une phrase comme «le chat chasse la souris» et qu'on la transforme en chiffres, on perd toute la grammaire. Oui, On ne sait plus qui chasse qui. Comment est-ce que ça peut fonctionner? c'est une excellente objection et c'est la limite de cette approche simple. On perd le contexte, on perd l'ordre des mots, D'accord. mais pour beaucoup de tâches, comme déterminer le sujet général d'un texte, c'est suffisant. L'idée, c'est de créer un dictionnaire de tous les mots uniques. Disons qu'on a chat, chien, souris. Ce sont nos 3 dimensions. Voilà. La phrase « le chat et la souris » devient le vecteur 1, 0, 1. La phrase « le chien aime le chat » devient 1, 1, 0. On a transformé le langage en coordonnées. C'est une simplification, mais c'est le point de départ. On transforme donc tout en vecteurs de chiffres. On pourrait croire que le plus dur est fait, mais le livre insiste énormément sur l'étape suivante, la normalisation. Ah oui, Ça semble être un détail technique, mais apparemment c'est crucial. c'est plus que crucial. C'est la différence entre un modèle qui marche et un qui ne marche pas du tout. Ah oui, à ce point. L'exemple du livre sur la bourse est parfait. Imagine qu'on analyse deux variables. Le volume d'échanges quotidiens, qui se compte en milliards. Et la variation du cours d'une action, qui se compte en quelques dollars. Si on donne ces deux chiffres bruts à un algorithme, le nombre gigantesque du volume va complètement écraser la petite variation. Ah, je vois. Pour la machine, la petite variation devient insignifiante. Exactement. Elle sera traitée comme du bruit, comme si elle était égale à 0. Il l'ignorera. La normalisation, c'est tout ramener sur une échelle commune, par exemple de -1 à 1, pour que chaque variable ait un poids comparable. C'est logique. Mais ça me semble être une grosse source d'erreur si on choisit la mauvaise méthode de normalisation. On peut complètement fausser les résultats, totalement. C'est un des pièges les plus courants. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre la nature de ces données. D'accord. Le livre rappelle les 4 niveaux de mesure de Stevens. D'abord, les données nominales, des catégories sans ordre, le rouge, le vert, le bleu. Le livre donne l'exemple surprenant du code postal. C'est un nombre, mais il est nominal. C'est contre-intuitif. Mais oui, parce que faire la moyenne de deux codes postaux n'a aucun sens. 75 008 plus 13 001, ça ne donne pas une localisation moyenne. C'est vrai. Ensuite, on a les données ordinales. Là, il y a un ordre. Petit, moyen, grand ou chaud, tiède, froid. On sait que grand est plus que moyen, mais l'écart n'est pas quantifiable. Et après, on arrive au vrai nombre. Oui, avec les données d'intervalle et de ratio. Intervalle, le 0 est arbitraire. La température en Celsius. 0 degré Celsius, ce n'est pas une absence de chaleur. On ne peut pas dire qu'à 20 degrés, il fait 2 fois plus chaud qu'à 10. Exactement. Pour ça, il faut un vrai zéro. Et ce sont les données de ratio. L'âge, le poids, le prix, la température en Kelvin. Là, le zéro signifie vraiment rien. Et on peut faire des ratios. Voilà. Une personne de 40 ans est 2 fois plus âgée qu'une de 20. Cette distinction est fondamentale. D'accord, mais pour les données nominales, comme nos espèces d'iris, on ne peut pas les normaliser comme un poids. Comment on transforme ces TOSA en chiffres? C'est une très bonne question. L'erreur classique, c'est de dire cétosa égale 1, versicolore égale 2, etc. Ah, il ne faut pas faire ça. Surtout pas. On introduirait une relation d'ordre artificiel. L'algorithme croirait que Virginica, 3, est plus grand que versicolore 2, ce qui n'a aucun sens. D'accord. La bonne technique, c'est le codage one-of-n ou one-hot encoding. Pour nos 3 espèces, on crée un vecteur de 3 sorties. Si c'est cétosa, le vecteur cible sera 1, 0, 0. Si c'est versicolore, 0, 1, 0. Voilà. Et pour Virginica, 0, 0, 1. Chaque catégorie a sa propre piste. Et le livre mentionne aussi une autre méthode, le codage équilatéral, comme étant plus efficace. Oui, c'est un peu plus avancé. Au lieu de 1, 0, 0, elle crée des vecteurs qui sont géométriquement aussi éloignés les uns des autres que possible. Ça aide certains algorithmes à mieux distinguer les classes. Mais le principe reste le même. On y est. Tout est sous forme de vecteurs de chiffres, propres, normalisés. C'est maintenant que la magie opère, non? C'est maintenant qu'on peut commencer à comparer les choses. À mesurer à quel point elles se ressemblent. Exactement. Et en géométrie, se ressembler signifie être proche. Le concept clé, c'est la distance. Si deux vecteurs sont proches, les objets qu'ils représentent sont similaires. Et il y a plusieurs façons de mesurer cette distance. La plus connue, c'est la distance euclidienne. La distance en ligne droite, à vol d'oiseau, on la calcule avec Pythagore. C'est la plus intuitive. Mais imagine que tu as un taxi à Manhattan. Ah oui, la ville est une grille. Tu ne peux pas passer à travers les immeubles. Tu dois suivre les rues.
horizontalement et verticalement. Et ça, c'est la distance de Manhattan. On l'appelle aussi la distance du taxi. C'est simplement la somme des distances sur chaque axe. C'est amusant. Et il y en a une troisième, plus exotique, la distance de Tchébychev. La distance de l'échiquier, si je me souviens bien. C'est ça. C'est le nombre de coups qu'un roi doit faire pour aller d'une case à une autre. Comme il peut bouger dans toutes les directions, Y compris en diagonale. la distance est tout simplement le plus grand déplacement sur l'un des axes. Euclide, Manhattan, Tchébychev, ça a l'air très théorique. Mais comment ça s'applique concrètement? Prenons la reconnaissance de caractère. Comment ça marche, de A à Z? Le livre donne un exemple d'OCR de base qui est parfait pour illustrer ça. Étape 1, on prend une image d'un chiffre écrit à la main. Disons un 8. On a notre image, un ensemble de pixels. Étape 2, on la prépare. On la recadre et surtout, on la réduit drastiquement en une toute petite grille de pixels. Par exemple 7 de haut sur 5 de large. D'accord, on simplifie à l'extrême. On a une image minuscule de 35 pixels. Étape 3, on la déroule pour en faire un vecteur. On prend la valeur de chaque pixel, 1 pour noir, 0 pour blanc, et on les met à la suite. Notre grille devient un vecteur de 35 nombres. C'est notre empreinte digitale numérique du 8. On fait ça pour des dizaines d'exemples de chaque chiffre pour se constituer une base de référence. On a donc une bibliothèque de signatures numériques pour chaque chiffre. Et maintenant? Maintenant, le moment de vérité. Quelqu'un écrit un nouveau chiffre. On lui applique exactement le même traitement. Recadrage, réduction, transformation en vecteur. Et la dernière étape, c'est de calculer la distance euclidienne entre ce nouveau vecteur inconnu et tous les vecteurs de notre bibliothèque. Et la réponse? C'est simplement le chiffre dont le vecteur est le plus proche, celui avec la plus petite distance. C'est aussi simple et aussi puissant que ça. L'algorithme ne sait pas ce qu'est un 8. Il n'a aucune compréhension du concept. C'est fou. Il constate juste que la forme de ce nouveau vecteur est mathématiquement plus proche de la moyenne des formes de 8 qu'il a déjà vues. C'est incroyable. Donc, si je résume l'idée la plus contre-intuitive de tout ça, on pense que l'IA reconnaît une image, mais en réalité, elle ne fait rien de plus que de calculer une distance sur une carte multidimensionnelle. C'est de la géométrie. Pas de la cognition. C'est ça le grand secret. C'est le grand secret de beaucoup d'algorithmes fondamentaux, oui. La magie, c'est de transformer un problème qui nous semble perceptuel ou cognitif. On a un simple problème de géométrie. Exactement. Récapitulons ce parcours. On est parti d'une vision un peu mythique de l'IA, comme un cerveau artificiel, pour atterrir sur des mécanismes très concrets. Des entrées, des sorties. On a vu comment des problèmes complexes sont déconstruits, traduits, normalisés, pour devenir de simples listes de nombres. Des vecteurs. Et on a découvert que le cœur de la machine, pour beaucoup de tâches, se résume à un concept qu'on connaît depuis l'Antiquité. Mesurer la distance. Voilà, mesurer la distance entre deux points pour évaluer leur similarité. C'est fascinant. Pour s'unir, j'aimerais laisser une question en suspens. Le livre nous montre comment des tâches qui nous semblent intelligentes, comme reconnaître un chiffre, peuvent être décomposées en briques mathématiques élémentaires. Ça nous amène à nous interroger. Si l'intelligence artificielle peut être ainsi déconstruite, qu'est-ce que cela nous dit sur notre propre intelligence? C'est une très bonne question. Nos intuitions, nos décisions, nos perceptions, ne sont-elles au fond qu'une version biologique, infiniment plus complexe, de ce même type de calcul de distance entre des vecteurs neuronaux de très très haute dimension?